Des influences? Des artistes? Bah, écoute, moi, dans l'atelier musical où je suis, mon registre, c'est surtout du rhythm and blues, donc c'est Donald Golden, James Jamerson, et puis, bien entendu, alors à la période lycée, je suis passé totalement à côté de Monsieur Flea, ou Flea, comme disent certains. Ah oui. J'ai totalement passé à côté de la période Red Hot Chili Peppers. Par contre, j'ai pris une claque dans mes oreilles via les Walkman à cassette de deux choses. Alors, à l'époque, j'étais très AC/DC, donc voilà. Le bassiste avec sa Music Man qui envoie quand même du pâté, c'est votre Cliff Williams, si je dis pas de bêtises. Si je me suis trompé. Et surtout, la deuxième grosse claque, beaucoup plus jeune, beaucoup plus fraîche, beaucoup plus fraîcheur, comme disent les jeunes aujourd'hui, ça a été à l'époque Rage Against the Machine. Tim Crommerford, c'était énorme, quoi. Le premier album, c'est un album où l'artiste, il a la moitié des chansons où il est en Ré, La, Ré, Sol, Mi, La, Ré, Sol, il reste sur une 4 cordes parce que c'est plus pratique et parce qu'il estime très certainement, comme pas mal de témoignent, je reste sur une 4 cordes, mais je peux faire un Ré, La, Ré, Sol en désaccordant, ou si je veux, je peux me caler une petite manette, machin, truc, qui Ah ouais. alourdit peut-être un peu la tête de l'instrument, mais bon, ça a le côté pratique, paf, paf, c'est pratique en concert, mais je pense que lui, se cassait pas la tête, il en avait une accordée en standard, et une en Ré, La, Ré, Sol sur un stand, pof, pof, il change, il te met le câble, et il avait un Rodi à l'époque, parce que aujourd'hui, les concerts sont faits avec le minima de staff par rapport à avant. On a Oui. super dégraissé, je ne sais pas si tu as remarqué, des concerts d'il y a 20 ans par rapport à aujourd'hui. On a vraiment réduit le support qui était autour du groupe sur scène, en fait. On est vraiment arrivé à un format beaucoup plus minimaliste, aussi bien entre l'ingé son, entre le gars qui règle le matos, entre le gars qui est sur le côté pour éviter tous les tracas, câbles, connectiques et tout le tralala. Mmh. Et donc, ouais, j'ai pris une énorme claque par rapport à ce style de musique qu'on appelait, et qu'aujourd'hui le mot a quasiment disparu, à l'époque on appelait ça de la fusion. Ouais. C'était le mélange entre le rap, le métal et le rock. Et en fait, tu avais Tom Morello qui était un bon guitariste moyen, moyen plus, qui en fait a réussi à choper au fur et à mesure du temps l'aventure Zach de la Roca. Et Zach de la Roca était un pote de bahut justement avec Tim Commerford. Et en fait, Zach de la Roca, il était du genre, si tu cherches un peu l'histoire, il était toujours du genre à tanner Tim, qui était plutôt un gars genre un peu orienté scientifique, un peu nerd, un peu voilà. Et il dit ouais, écoute, il nous manque un bassiste, il faudrait que tu fasses la basse. Et en fait, le mec, il a rajouté d'emblée dès le départ cette connotation un peu jazzy sur des couplets ou ainsi de suite. Et voilà, je veux dire, les premières fois où j'ai fait des accords de puissance à la fondamentale et à la quinte, c'est sur des morceaux de Rage Against the Machine. Et quand moi, justement, après cette phase où tu sais, je suis sorti de cette période Wayne's World, un jour tu sors mine, ainsi de suite, le premier prof que j'ai eu, c'était un prof boutique. Qu'est-ce que j'appelle un prof boutique? C'est pas un gars qui dans une vitrine, tu mets une pièce et puis tu tires la tirette. Non, non. C'est tu vas dans un magasin d'instruments de musique. Donc j'ai été au magasin d'instruments de musique où j'avais acheté l'ampli. Parce qu'en fait, l'histoire, bon, il n'y a, pas eu de drame, hein, mais en fait, j'ai acheté la guitare basse chez l'un des plus gros vendeurs dans la ville A. Et en fait, j'ai acheté l'ampli chez l'un des plus gros vendeurs d'instruments de musique B dans la même ville. Donc, ce qui fait que j'avais un pied des deux côtés. Voilà. Et donc, en fin de compte, j'ai eu la chance que le premier prof, c'était un prof qui a été quand même élève de Jean-Pierre Lambert, qui était. Il a fait une partie de la période de Magma, en parallèle de Janik Top et ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, on idolâtre les nouveaux artistes, mais si les jeunes sont un peu curieux, ils tapent Janik, c'est ICK le prénom à la fin, et puis espace Top, et qui vont tomber sur du Magma, Futura, Troc et ainsi de suite. Mais c'est un mec qui, dans nos âges, mais il dégage une énergie, mais de fou. Il est 2 mètres dans son dos, il a un 8-10 de chez Ampex, qu'on appelle le frigo, avec Mmh. la tête au-dessus. Et en fait, tu as tout un chant de chorale un peu genre. Comment t'expliquer? C'est un peu genre médiéval. Tu as des instruments vraiment exotiques qui sortent d'ordinaire. Et lui, il va te jouer la note sur son instrument, mais elle est placée au good time, au bon moment, pour la mettre en valeur et pour donner une ambiance, une atmosphère. Et l'autre particularité de ce jeune top que les Rolling Stones appellent le French Guy, parce qu'ils ont déjà collaboré avec lui sur des morceaux travaillés pour les Rolling Stones, justement. Ah ouais. C'était Mick Jagger qui le disait. Lui, Jane Top, je crois que son bassin d'activité, c'est plutôt du côté de Marseille à la base, voilà, géographiquement parlant.
Et comment t'expliquer? C'est un monstre, c'est un monument. Donc, il y a eu des papys bassistes. Tiens, mais je vais t'aborder aussi une chose. Et mon prof, donc, a eu comme enseignant l'une de ces personnes qui a fait partie de cette formation qui était Magma. Donc, ça valsait beaucoup les bassistes dans Magma. Et l'espérance de vie d'un bassiste dans Magma, c'était entre 6 mois et 12 mois à tout casser. Au bout de 12 mois, le mec, il avait une notoriété énorme, mais en parallèle, c'est comme un sportif intensif. Hein, Magma, c'était la fusion française des années 80, c'était un ovni, et c'est quelque chose qu'on devrait être fier et que des gens devraient tenter de faire l'effort d'écouter, même s'acheter un album, je sais pas, à 15 € ou autre, mais c'est un état de réflexion, et c'est-à-dire qu'il y avait un super batteur derrière, et il avait inventé un langage musical qui s'appelait le Zoll, en fait. Voilà. Et donc, en fait, mon prof était un prof à la fois de basse, mais aussi, il s'est fait enseigner aussi la contrebasse. Ah. Et, comment dire, il a été aussi élève à une période donnée de Hans Kulock. Hans Kulock, qui a été l'un des fédérateurs qui a permis la création de Bassist Magazine. Le mec, tu sais, cheveux bouclés, assez longs, qui joue sur une Ibanez Prestige rouge que tu vois dans les vieux Bassist Magazine, les vieux, avec un accent limite allemand, tu vois, limite Francfort, tu vois. Et si, on va dire, le MAI existe et ainsi de suite, c'est sous l'impulsion de ce type de personnes, en fait. Tout comme aujourd'hui, je vais être honnête, il y a des gens qui ont la hype, ok, je respecte. Mais par contre, moi, j'ai appris avec mon prof de guitare basse dans boutique, à raison de 1 heure par semaine. Et c'est vrai que des gens peuvent trouver qu'un cours de musique particulier est cher, mais si on relativise par rapport à 1 heure d'auto-école, c'est raisonnable. Oui. Après, c'est pas le même outil ni la même fonction. Voilà, c'est surtout l'outil Voilà. qui considère. Tout simplement. Mais au point atteint, voilà. Et donc, j'ai bossé avec lui de concert. Donc, en fait, il me faisait bosser un morceau que j'aime et en parallèle de la technique. Et en parallèle de la technique, déjà, les premières heures, c'est la bonne position. Parce que l'ergonomie, c'est super important. On ne prend pas un instrument de musique, je ne sais pas si tu vois dans le cadre, hein, mais on ne le prend pas, on prend pas n'importe comment pour éviter des petites blessures ou on va dire des effets tendineux ou des traumatismes musculo-squelettiques et ainsi de suite. Puisque moi, en fait, j'ai des diplômes qui me qualifient d'ergonome en fait dans la vraie vie. Hein. À l'heure actuelle, c'est un petit peu compliqué au niveau du boulot puisqu'on a foutu tout le monde en télétravail. Hein. Je te mens pas. Hein. C'est la dèche en ce moment. Hein. C'est le dernier des soucis, on va dire. Et comme en fait, il avait aussi ce côté approche contrebasse, il n'a pas la même approche, tu vois, qu'un prof de guitare qui fait prof de basse à côté. Ouais. Je dis pas qu'il n'a pas de qualité, mais qu'il y a une approche et une vision différente en fait. Et c'est vrai que la guitare basse, c'est un instrument qui plaît à beaucoup de gens parce que c'est un instrument qui va à l'essentiel. Le but de cet instrument, c'est de supporter avec ton partenaire qui est au fût, le batteur, le percussionniste. Moi, j'ai la particularité. Alors, après, moi, j'ai développé une stratégie puisque j'ai eu quand même 5 ans d'expérience de jeu en groupe avec le groupe The Nananas, voilà, qui est dans un registre blues, rhythm and blues. En fait, je me cale pas du tout sur les guitares. C'est criage. Non, non, non. Batteur, chanteuse. Je fais la corrélation entre les deux et je suis avec les oreilles pour les deux et encore plus en sensation. Et ça, j'entends aucun francophone en parler. C'est dommage, c'est à développer. Le eyes contact. Le eyes contact, tu l'as avec ton pote le batteur. Parce qu'il faut que tu aies ce climat de confiance entre toi et lui pour que ça soit solide. Parce que si la partie rythmique, elle n'est pas solide, les gens qui sont dans le public, avec leur godet, avec leur boisson, quelle que soit la boisson, ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. Ils vont sentir qu'il y a un mal-être. Et les guitaristes, ils auront beau faire les kangourous devant, et le chanteur ou la chanteuse sortir ses tripes, son amour, et transpirer du front, et ainsi de suite, et donner une sensation palpable. Si la partie rythmique derrière, la machine, le tambour, il fonctionne pas comme il faut, c'est-à-dire qu'en fin de compte, tu vois, la machine à vapeur s'enraye, parce que entre la partie de gauche et la partie de droite, sur les roues qui avancent avec le mécanisme, c'est une vision, hein, c'est une métaphore que je donne, et bien forcément le morceau n'aura pas le rendu. Le but de la partie percussion avec la partie basse, c'est de pousser et de propulser le morceau pour le mettre en valeur. Et ça, c'est des choses que mon prof m'a appris,
Je l'ai suivi pendant 10 ans. À un moment donné, j'ai dû faire une intermittence parce que je suis passé valider mon bac plus 5 sur Paris, ainsi de suite. Et je suis revenu, il m'a repris comme élève, pas de souci. Puis c'est lui-même qui m'a dit, maman, aujourd'hui, je te mets un coup de pied aux fesses. Ah, pouf. Maintenant, tu te démerdes, tu vas jouer en groupe. Voilà. Et je le remercie. Il a eu raison. Il a eu totalement raison. Il y a un temps pour tout. Et c'était nécessaire que j'évolue à un moment donné. Et donc, justement, on arrive à l'autre activité, c'est que je me suis dit, pour jouer en groupe, pour éviter les castings du genre, tu vois, tu réponds à une annonce X ou Y, il y a des gens bienveillants, mais il y a des gens qui sont tellement focus sur ce que tu as comme disque dans ta bibliothèque que tu n'as pas donné la bonne réponse, ils vont pas, entre guillemets, te sélectionner. Je me suis dit, de toute façon, le problème va être redondant, puisque en arrière-plan, il va se passer quoi? Qu'est-ce qui se passe généralement en France quand un groupe, on va dire, de musiciens passionnés joue? On se tasse tous chez le batteur. Et le problème du batteur, c'est que s'il est passé isolé dans une step ou autre, les voisins, ça va pas le faire. Donc la meilleure des solutions, la plus intelligente, c'est d'adhérer dans une association. Déjà, première chose, tu as une assurance. Deuxième chose, jouer dans une association, ça veut dire qu'il est convenu auprès de la mairie, de tout le reste autour, que tout est fait pour que, on est d'accord, ça dérange personne, les répétitions et aux heures où c'est donné. Et en plus, tu vas tomber dans un chaudron, tu vas tomber dans un melting pot de gens qui ont la même détermination et la même passion que toi. Donc, ça ne peut être que profitable. Pour un prix, bon, alors il y a des assos qui sont plus chers que d'autres, mais généralement, en France, c'est assez friendly au niveau des tarifs. Je ne dis pas que c'est une fortune, sauf si tu vas dans une école super spécialisée, c'est un autre contexte, et où le but, c'est de te former pour te donner un diplôme validant, bla, 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 et ainsi de suite. Et souvent, quand on pense musique, malheureusement, en France, c'est conservatoire. Il n'y a pas que le conservatoire qui existe. On peut prendre son pied en jouant dans des assos. Et donc, je me suis retrouvé dans le comité administratif, membre du comité administratif de l'assos en question, quoi. Et pour l'histoire, à la base, quand j'ai voulu commencer cette chaîne YouTube, j'ai pas voulu commencer la chaîne YouTube. J'avais utilisé YouTube pour partager des vidéos pour passer pour être sélectionné au King Hill de Paris Stade de France, qui a été fait. Ah oui. J'étais validé. Sauf qu'à une semaine d'écart de calendrier, il y a un mec qui s'appelle Amédée Zapparata, qui aujourd'hui, petite pensée à lui, je lui dois beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Et il a fait un pari fou une semaine avant. Il dit, moi, je vais organiser le plus gros ensemble de guitares électriques. Et j'avais pas la thune pour faire les deux. Donc, j'ai lâché ma place du Rocking Hill pour faire, justement, péter ce record. Et on l'a obtenu. On l'a pété, on l'a explosé en 2019. Et entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que je me suis aperçu que les vidéos que j'envoyais en lien privé, comment dire, à cette période-là, fraîchement, avait à peine apparu une vidéo où je voulais partager, je me servais de la diversité de mes instruments pour montrer, choisir sa première guitare basse, qui est toujours valable, parce que on n'a toujours pas inventé la guitare basse laser, en fait. On a révolutionné sur le confort, je suis d'accord, mais c'est toujours une corde qui se balade entre deux plots aimantés ou face à un plot aimanté, et sous un boîtier noir ou couleur crème, qu'est-ce qu'on a? On a un fil de cuivre, et puis ça fait une différence de potentiel, ça l'envoie, et ça te fait la musique, la note qui correspond par rapport à la barrette à une hauteur donnée. Alors ça, c'est le côté bac électronicien qui ressort. Et comment expliquer? J'ai eu des vidéos volantes. C'est-à-dire que je n'étais pas du tout rentré dans le programme YouTube Partenaire, mais en plus, il me disait, alors cette vidéo-là, elle est toujours visible, mais il y aura de la pub pour être dirigée à la maison de disques. Bon, ok, ça ne me dérange pas. Puis après, 3 semaines plus tard, tu reçois dans la boîte mail. Alors, la vidéo est bloquée pour 157 pays. Oh, c'est quoi en fait? C'était la période où a été mis en place l'article 13 qui est devenu l'article 17. C'est-à-dire, les droits d'auteur sont protégés, blablabla, et selon les modalités des maisons de disques, en fait, ils choisissent si à un moment donné, ils veulent que ça soit visible, autre. Sinon, pour pouvoir enclaver, pour que les gens aillent sur la plateforme officielle, Vivo, Universal et tout le tralala, ou il faut lâcher un peu la bride parce qu'on veut regagner des images sympathiques. Donc moi, je me suis dit, bon, le côté musicien, il va falloir que j'abandonne. Je comprends qu'il y ait des gens qui fassent de la reprise pour briller en tant que musicien, pour se montrer, pour avoir une carte de visite, pour accrocher différentes structures de groupe, pour avoir des opportunités, et ainsi de suite. Mais à mon âge, à moi, c'est un peu cramé, quoi.
T'as une petite gamine, tu tapes musicienne basse, tu vas tomber sur une petite gamine, elle est super gentille, elle est super adorable. Son père est un musicien, la gamine aime la guitare basse justement de jeune âge, et ça peut lui permettre d'exploser et d'avoir des opportunités. Je comprends tout à fait. C'est celle qui joue sur une Sterling Musicman bleu. Oui, tout à fait, Ouais. exactement. Donc, Ouais, excellente. Elle joue avec son père. voilà. C'est pas un producteur Marc Bass ou je sais pas quoi. Je crois que c'est pour les amplis. C'est la. Il me semble que lui, c'est Marc Bass. C'est les amplis Marc Bass. Et C'est possible, ouais, peut-être qu'il a la bossé, ouais. petite, elle a un talent. Bah, il vaut mieux. En fait, faut pas se dire. Il faut pas jalouser, c'est une opportunité Ah, pour faut pas toi, je jalouser comprends. parce que sinon, on fait plus rien, quoi. Exactement. Voilà. Perdre du temps à critiquer, il vaut mieux passer son temps à avancer pour soi, en fait. Ouais, parce que Et là, emmener des personnes dans son avenir. Ça, je suis tout c'est à fait sûr qu'à d'accord. son âge, vu le niveau qu'elle a, elle sera certainement meilleure que moi parce que même si elle arrêtait la basse aujourd'hui et qu'elle reprenait à mon âge, elle serait déjà meilleure que moi. Oui, Donc, oui, parce que t'as. Non, voilà, mais il non. faut le dire, quand t'es jeune, tu peux pardonner des mauvaises positions, ainsi de suite, parce que ton corps est plus souple, ainsi de suite. Et il vaut mieux avoir une meilleure hygiène de vie quand tu prends de l'âge. C'est pareil, t'as des gens qui vont croire que sous prétexte qu'ils répètent 3 heures une fois par semaine comme des malades, et puis après ils font rien pendant 6 jours, ils vont progresser. Non, c'est la récurrence et c'est la coordination que tu travailles et ainsi de suite. Euh, voilà. Et, donc, en fait, je me suis dit, bon, faire de la reprise pour de la reprise, vu mon âge, ça sert à rien. Et puis, la vidéo YouTube, choisir sa première guitare basse, commence à grimper en nombre de vues, en nombre de commentaires. Et si je laisse une vidéo sur YouTube, justement, c'est pour la partager et j'y réponds. Et les gens le voient aussi. Et donc, s'enchaîne, c'est vrai, des pouces vers le haut. Je fais une vidéo sur le chevalet, ça fonctionne bien. Et je me dis, me taper le risque de l'article 13 qui devient l'article 17, enfin, désormais c'est l'article 17 et se prendre dans la tronche. Après, c'est formulé autrement, et sur Twitch, ils appellent ça le DMC, je crois. Voilà. Et puis, de toute façon, une fois que tu as une partage de plateforme vidéo, audio qui s'agrandit, les maisons de disques les surveillent. Tant que c'est tout petit, c'est pas grave, Oui. on laisse passer. On aurait pu utiliser un autre terme, mais il laisse passer parce que c'est quelque chose, c'est un phénomène qui est mineur. Mais dès que ça prend de l'importance, ah, attention, il y a des droits, il y a du pognon en jeu, on va discuter. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais ces deux vidéos-là qui tournaient, avec un espace-temps assez écarté, et je disais à l'association, mais vous savez, les gars, là, on est en réunion, on parle pognon, vous expliquez que, bah, de toute façon, vous fonctionnez plus sur le reliquat que autre chose. Est-ce que ça serait pas intelligent pour, justement, comment dire, pour le bien de l'association, c'est de créer une chaîne YouTube pour la sauce. Et là, je vois le président, le trésorier et puis le directeur de la sauce, ouais, mais il faut mettre du con. Et en fait, sur le coup, j'étais sorti de la réunion, mais sur ma faim. Mmh. J'avais faim. Et j'étais aussi, j'avais ce sentiment de frustration. Et c'est ça qui m'a poussé à donner de l'énergie, à partager sur ce que je maîtrise un minimum, c'est-à-dire cet instrument qui est la guitare basse, et que je me suis dit, je vais partager des choses parce que je me rappelle aussi de manière phare, c'était vers 2006, donc ça remonte à moi, c'était un père qui était avec sa fille adolescente, il voulait lui faire plaisir, et puis en fin de compte, au magasin d'instruments de musique en basse, on sait que la guitare basse par rapport aux guitares, par rapport à de la batterie, par rapport à des pianos synthés, c'est ce que tu as de moins en disponible en stock dans une boutique physique. Ah Donc en oui. 2006, on était encore beaucoup sur de la boutique physique par rapport à aujourd'hui où en quelques clics depuis, on va dire, voilà, ton smartphone, et ben voilà, tu as passé ta commande, quoi. Wesh, quoi. Bonheur, quoi. Et, euh, et en fait, je voyais la gamine, elle ne voulait pas, tu m'étonnes. Je lui présentais une fléa basse, parce que ça existait les fléas basses. Hein. Ouais. En fait, il proposait un diapason de 32 avec un pingouin orange de Bob l'éponge avec un corps bleu indigo. Oh, le seul truc qui valait le coup sur cet instrument-là, c'était le chevalet un peu massif, certes de fabrication asiatique, mais au moins c'était un chevalier qu'on pouvait appeler un chevalier qui se baladait pas trop. Et puis la gamine, tu la vois la gamine. Bon bah on va réfléchir parce qu'à l'époque c'était quand même un peu grousouf quand même. Puis donc moi je sors du magasin, mais moi je sortais d'un cours par rapport à mon prof particulier, qui à ce moment-là il me faisait bosser quoi, du Police ou du YouTube, bref du standard traditionnel Ouais, en ouais, parallèle ouais. du Rise Against the Machine, et puis dire tu apprendras ta gamme de blues mineur avec la blue note entre la quarte et la quinte. C'est là toute la magie du blues. Et donc je sors du magasin et je dis je peux vous discuter un petit peu avec vous?
Le mec, il dit, ouais, bah, ok. Non, mais je sens que votre gamine avait perdu. C'est vrai que l'instrument, bon, après, il lui plaît pas. Il n'y a rien de pire que de jouer sur un instrument qui ne Ah plaît non. pas. Parce qu'il reste sur un coin, il prend la poussière, quoi, en fait, tout simplement. Et c'est un échec. C'est un échec parce que tu vas le revendre pour regagner un peu ta caillasse, mais de toute façon, tu vas perdre parce que tu vas pas le revendre 100% du prix que tu l'as payé neuf. Tu revends quelque chose de casse, tu vas pas faire réincomber aux gens la TVA. Donc au Ouais, ouais. minimum, tu te vends quoi? Tu te vends 80% du neuf. Donc tu as déjà perdu 20%, mine de rien. Mm. Donc sur un billet de 100 euros, ça fait déjà un billet de 20 en moins. Donc multiplié par le nombre de centaines, ça se calcule, mine de rien. Et j'ai dit, mais en fait, vous savez, je pense que il vous a proposé ça par rapport à cette situation parce qu'il n'a pas grand-chose en stock. Et moi, comme en fait, à cette époque-là, on était encore dans l'ère, tu vois, du papier, du physique, les magasins, ils avaient un truc, c'est un peu comme un petit kiosque à journaux, et en fait, tu avais les magazines officiels Thunder. Ouais. Tu sais, c'était un gros catalogue épais, quand, genre mini-annuaire. Tu avais toutes les tronches des artistes, tu avais des super photos bien travaillées et tout. C'était les magazines Frontline. Voilà, ça m'en vient. Ça s'appelait les Frontline. Et donc, du coup, le lendemain, on se dit, bon, bah, ok, venez avec votre fille, on va en terrasse de café. C'est là, c'était vers mai ou juin. Et donc, j'ai ramené le Frontline de l'année. Et puis, avec le père et la gamine, bah, écoute, t'as cette petite Mustang en version Squire qui est pas trop chère. Apparemment, la couleur te plaire, ouais. Et puis en fin de compte, elle a fait jouer la concurrence du commerçant A et B où là j'ai acheté. Puis celui qui a été honnête, il dit ouais, bah moi je le commande. Et puis en fin de compte, il a gagné au change parce que en le commandant, qu'est-ce qu'il a fait le père? Bah, il a acheté l'ampli dans la même boutique. Mm. Donc du coup, le gars, il a quand même gagné. Même s'il s'est tracassé, il a fait un peu moins de marge parce que c'est une nouvelle livraison, donc ça lui coûte par rapport à ce qu'il a en stock en priorité qu'il doit faire partir. Et c'est vrai que j'ai eu ce côté, alors pas VRP, mais ce côté où tu expliques et tu démystifies les choses. J'aime pas utiliser le mot vulgariser parce qu'une fois que tu utilises le mot vulgue avec les deux syllabes, les gens se referment. En fait, c'est intellectualiser le sujet qui est important par Mm. rapport à moi, ce que je fais sur ma chaîne, en fait. C'est-à-dire, j'explique pourquoi un instrument coûte, pourquoi ça c'est bien, pourquoi ça c'est pas bien, c'est juste moins bien. Et comment on peut pallier à un problème? Comment on peut régler son instrument? La méthode Train, j'en suis très content de l'avoir capté. C'était Ron Turn, qui était un custom shop de chez Fender, qui était en discussion avec Philippe Macking, qui a une chaîne YouTube qui pèse en plus de 300 000 abonnés. C'est un mec tout chaud, boubou comme moi, et en fait, dans le passé, il possédait des magasins d'instruments de musique guitare et il a tout fait partir à volo, je veux dire, à cause de la crise de vers 2014-2015, avant la crise virus aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, il vit plus facilement de ce qu'il présente sur sa chaîne par rapport aux produits qu'il présente. Lui, il a son pass hein, pour les NAMM shows hiver, été, tout est pris en Ouais, charge, il n'y a ouais. pas de problème. Quoi. Mais par contre, il a un format une fois par semaine, il est en live sur YouTube, ça dure 3 heures, et il explique, il débat avec les gens sur guitare, sur basse, ceci, cela, sur l'actualité. Et c'est quelqu'un que je m'en inspire beaucoup. Et donc voilà, là, tu as la base de pourquoi a été créée la chaîne. C'est-à-dire la chaîne, Ah. c'était un endroit, pas une poubelle, mais un endroit où je mettais mes vidéos auditions pour être sélectionné au Rockin' Mill. J'ai lâché ma place du Rockin' Mill pour faire justement les Élysées, record du monde pour l'année 2019. Maintenant, peut-être que la situation se réaméliore, les gestes barrières vont un peu se distancer, la situation se résout, il commence à y avoir des solutions. Peut-être que ce record sera éclaté dans 6 mois ou même il a déjà été éclaté entre 2019 et puis avant que le virus arrive en paquebot à Mm. différents endroits. Mais c'est ça le motif qui a fait cette chaîne YouTube. Et en fait, au départ, je voulais prouver à la sauce musicale que bah, on pouvait. Et moi, en étant un bonhomme tout seul, avec un caméscope à 50 euros sur le bon coin et un micro en recorder, ben, tu peux. Il faut de la passion, oui. Mais quand tu as passé 1 an, 2 ans, c'est plus de la passion, c'est de la détermination. Donc il y Ouais. a un plan. Et le plan chez moi, c'est pas de prendre l'audience et les gens qui me regardent pour les jompis qui vont payer, me filer nos bols. À la limite, peut-être que plus tard, je serais peut-être tenté d'utiliser, tu vois, le bouton rejoindre sur ma chaîne pour avoir un meilleur décor, pour avoir des meilleurs moyens techniques et ainsi de suite. Mais ce que je veux, c'est que en fait, c'est intéresser ces grands fabricants en disant je peux parler de vous, laissez-moi mon objectivité et vous progresserez plutôt que le schéma traditionnel qui est toujours de ben voilà, on a une campagne, on a un nouveau programme, on a un nouvel article. Donc il y a un seul magazine sur la guitare basse. Bon, ok, c'est combien la page publicitaire? C'est temps. Ok, ça passe en revue test article écrit quand en imprimé. Ok,
Ça sera aussi disponible en version électronique PDF. Ok. Bon, sur YouTube, on est réglé comment? Instagram, on est réglé comment? Voilà. C'est terminé. On est dans cette communication-là aujourd'hui. Et je pense que le public, les gens attendent autre chose, en fait. Tout simplement. Ce qu'ils attendent, c'est de trouver. Enfin, moi, je vois quand je fais Pas le quelque chose tour qui et tout. fasse forcément une position, mais qui permette de réfléchir. Ce qu'ils veulent apprendre par rapport aux instruments et tout, c'est connaître l'instrument. Alors qu'avant, je pense que les premiers instrumentistes, on va dire, eux, ce qui les intéressait, c'est l'instrument. Ah oui, oui, tiens, file-moi l'instrument, il y a des cordes, vas-y, c'est bon, et puis je bourre, vas-y, je démarre le moteur, vroom, puis on Voilà, branché. c'est ça. Après, savoir si c'est. T'as ta caméra qui s'est mise en flou. T'es tout flou. Ah, Parce que tu bouges trop. Voilà, là, t'es bien. peut-être. Ok, mais Et, merci pour. et le truc, c'est que les gens, ils jouent, quoi, c'est tout. Moi, je veux dire, quand j'ai commencé la guitare, on m'a passé une guitare, on m'a dit ça se règle les cordes comme ça, et puis basta. À la rigueur, pour changer les cordes, j'allais voir un copain qui savait le faire. Je m'occupais pas. Alors que maintenant, finalement, bah, bon, à part là, je vais voir un copain pour régler les guitares parce que ça, je suis pas super fort. Mais après, je change mes cordes moi-même, je machin. Si je veux upgrader un scié ou quelque chose, je vais le faire moi-même. Si je veux changer de mécanique, je vais le faire moi-même. Après, tout ce qui est réglage, manche et tout ça, je suis pas fort. Donc, je vais faire par quelqu'un. Mais après, tout le Mhm. reste, on fait soi-même. Alors qu'à l'époque, non. À l'époque, tu prenais, tu étais un instrumentiste. Tu jouais d'un instrument. Et après, tu avais les gens qui s'occupaient du reste. Parce que maintenant, on fait tout. Maintenant, on fait même un son, on fait, bah, comme là, on Ah, enregistre. on est devenu multicasquette aujourd'hui, hein. Voilà, c'est fait. Là, là, on fait une interview comme ça. Finalement, c'est quoi? C'est l'ordinateur, l'Internet, c'est tout ça qui a fait que. Parce que Tout à finalement, fait. ça, c'était que les télés qui pouvaient faire ça. Si tu voulais faire ça, il fallait rentrer dans une émission de télé, il fallait être invité, il fallait. Et ça faisait la machine maintenant avec un petit Mm. ordinateur, comme même avec un portable, maintenant on arrive à le faire. Alors. Et Et c'est voilà. et Et c'est les pour gens, ça ils veulent aussi, tu vois, savoir maintenant. ouais, les gens veulent savoir, et ils ont raison de savoir, parce que c'est ce qui fait la différence entre, on va dire, la capacité, on te filait la guitare basse en 1950, il y avait des styles de jeu, des capacités qui étaient développées, et que par exemple, ben, pourquoi Willis, qui est le mentor à Scott Devine, lui, il a une Ibanez avec une rampe. C'est un bloc de bois qui se situe, tu vois, entre deux Entre micros, les deux micros, ouais. pour avoir cette sensation de toucher de doigt entre l'espace, entre le vide, et pouvoir récupérer la corde suivante. Et on n'est pas seulement dans, bon voilà, tu as l'instrument, tu joues, puis basta. Là, tu as quelque chose d'un peu différent qui est spécifique. Le jeu au pouce, le fait d'avoir de la feutrine en dessous les cordes au niveau du chevalet, ça va pas être le même son. Pourquoi? On l'explique. Hum, Pourquoi il y a une époque, les cendriers, ce qu'on appelait vulgairement les cendriers, qui étaient des coques qui superposaient l'instrument dans cette zone-ci, a été enlevé parce qu'on voulait un son beaucoup plus libre, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus brillant par rapport aux étouffoirs qui étaient fournis d'origine. Et au départ, normalement, les Fender, faut pas oublier, c'est que les étouffoirs, ils étaient individuels à chacune des cordes. Après, ils en ont fait un large. hum. Après, il a quasiment disparu. Et ça, c'est des évolutions de l'histoire de la musique qui a fait en concordance. Par exemple, jouer avec l'étouffoir n'est pas concevable, par exemple, dans un style funk. Parce Non, que ben, le faut que ça funk, résonne. on va dire que tu as un tiers des morceaux qui sont joués au snap, et il faut avoir de la brillance. Et c'est ça aussi qui a aidé aussi le rock et aussi le funk. C'est pourquoi des filets ronds et pas des filets plats. Moi, j'ai fait une vidéo YouTube que j'estime qui a un succès par rapport à ma communauté, ma chaîne, et mon nombre de vues et nombre de pouces et d'interactions. C'est pas que. En fait, il y a deux vidéos. Il y en a une, c'est comment choisir ses cordes de répétition à pas cher, parce que c'est des cordes de répétition. C'est comme tes chaussures d'entraînement pour l'athlète. Et comment choisir ses cordes avec intelligence, qui est. En fait, j'ai inventé un carré magique. Dans le carré magique, tu as 4 points, tu as 4 critères. Et une fois que tu réunis les 4 critères, au milieu, tu as trouvé la marque, la gamme, le produit qu'il faut. Et une fois que tu as su ça, et que tu as tenu les compte des 4 critères, tu sais que pour jouer tel style de jeu, il faudra ça. Pour tel style de jeu, il faudra ça. Alors que tu as des gens qui sont bienveillants, qui sont sur des plateformes de partage audio et vidéo, et qui vont dire, ben moi j'utilise ça comme corde. Oui, mais tu utilises ça comme corde. Ok, mais pour un style de jeu comme ça te va très bien. Oui, parce que tu joues ça. Mais si tu joues ça, ah bah c'est un peu moins bien. Et ça, ah bah c'est trop criard, ou ainsi de suite. Donc en fait, il faut avoir une analyse plus pas plus profonde, mais plus raisonnée en fait.
Tu penses Et que les gens changent de corde par rapport ah ben, au si truc tu quoi. joues des morceaux du répertoire de Melody Nelson de Gainsbourg, tu vas pas mettre le même jeu de cordes que si tu joues du Rise Against the Machine, c'est certain. Ouais, ouais. En général, tu changes la basse. Oui, mais il Là, faut tu un veux dire. portefeuille. Mais Oui, non, en mais je veux attendant dire, d'avoir le portefeuille pour une seconde basse, si ce tu que fais tu peux partie faire. d'un, si tu fais partie d'un groupe et que tu joues Melody Nelson et Rage Against the Machine dans la même soirée, tu vas pas t'amuser à changer toutes tes cordes. Non, non, mais de toute Ça va être façon, je galère, hein. pense que là, le groupe est un peu atypique quand même. Ou alors, c'est un boucle de reprise Jukebox, le pauvre. Je Non, le crains, mais il y en a qui le font, hein. Je suis tout à fait tu d'accord. changes le manche, là. Après, tu sais, tu dévisses le manche, t'enlèves le manche, tu remets un manche avec des cordes directement, tu revisses et puis. Ah, non, non, moi, je La, pense la que lutterie mais te c'est pour reprend. ça que est apparu aussi le terme, quand tu réfléchis, c'est ma basse de spare, en fait. Ma basse de secours à côté, en fait, Ouais. Bah oui, généralement. ok. Mais c'est vrai que sur la basse secondaire sur scène, peut-être que tu n'auras pas le même type de corde sur une Tout à basse fait, A et sur la basse B, en c'est sûr. fait. Et tu n'auras peut-être pas les mêmes réglages, justement, sur ton ampli. Mais là, tu peux avoir l'astuce, par exemple, de dire bah, je vais utiliser mon multi-effet. Alors, je sais, là, tu vas sauter au plafond. Mais juste pour une Ah non, fonction. non, Il non, je faut sais pas. tout à bypass, sauf une chose que tu pré-règles en A ou en B, c'est la bande graphique. Tu joues A, tranquille, un son sourd, bien, monotone. Bon, après, il faut jouer un petit truc Checking All Over, un peu plus rock des années 70. Pouf, bande graphique B, puis tu sors ton petit médiator que t'as coincé, tu vois, contre la plaque ici, tu sais, tu desserres un petit peu Ouais. les deux vis qui est là. Plouf, tu le mets entre les deux. Tu peux mettre C'est un petit Ru- coup de Chatterton, tu sais, orange Scott de marquage pour éviter de rayer, tu vois, la peinture. c'est Hop. Rubata qui fait ça. Et puis voilà, quoi. Et moi, tu vois, je mets aussi du scotch jaune là-dessus, c'est pour éviter que mes doigts ils fassent bzz, bzz, bzz sur les Je, plots. je la vois pas, ta basse. Ah, tu mets du Sais-tu scotch ce sur que le c'est? micro. Ouais. Sais-tu ce que c'est que D'accord. cet exemplaire-là? C'est un peu atypique. Bah ouais, parce que là, c'est une peinture pailletée, c'est une peinture métallisée, non? C'est pas la peinture, l'originalité. Regarde le manche. Et qu'est-ce Une qu'il a? jazz basse. D'accord. Ah, c'est un manche de Avec un précision? corps, avec un corps de jazz basse. Avec un gros chevalet. Et avec deux micros précision. D'accord. Ils ont sorti cette série-là entre 2011 pardon, et 2014. Ça, c'était la série Blacktop. Et en fait, la précision, elle, se faisait affûter toujours d'un manche précision, d'accord, précision, mais avec deux micros humbuckers qui envoyaient du steak. Et en Ah fait, ouais. c'est des micros qui sont surbobinés, c'est-à-dire qu'ils ont plus de fils de cuivre autour pour donner la praline, en fait. Donc après, à toi de régler la profondeur aussi de tes micros si tu veux Ouais, ouais. que le micro rentre très vite en satu ou pas très vite en satu, en fait. Mhm. Mais c'était une gamme innovante pour l'époque, un tarif très friendly, très mexico, puisque ce sont des fabrications mexicaines. Et aujourd'hui, alors je ne vais pas dire c'est de l'or en barre, mais c'est vrai que s'il y a une annonce qui se met sur le bon coin, rapidement elle part, quoi. Ce qui est dramatique, quelquefois j'ai vu, c'est qu'il y a des gens qui gardaient le corps avec toute l'électronique en bas et puis ils foutaient un manche de scoyant en précision sur la Jazz Bass. Et pourquoi? Et dans le temps, si tu réfléchis historiquement, Thunder, et ça c'est un truc qui est particulier sur ce fabricant historique, c'est qu'à chaque fois qu'il tente d'innover, il se fait punir. J'ai fait une Oui. vidéo qui s'appelle le syndrome Thunder, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Thunder fait autre chose que la jazz bass, la précision, la Mustang, la Music Master, mais la Music Master c'est une histoire particulière, c'est qu'il y a eu une pénurie de bois à un moment donné dans les usines Thunder, et Mhm. le bois qu'ils avaient, il était trop court pour faire un instrument en scale en 34, donc ils l'ont fait en 30 avec un petit micro de fortune de basse, et ils ont sorti les séries Music Master, en fait. Voilà. Mais c'est un heureux hasard que ça a tourné et que ça a fonctionné quand tu réfléchis. Et moi, je trouve que la dernière punition qui s'est fait infliger à Thunder, ça a été incontestablement quand Thunder a sorti la série Dimension Basse. J'ai trouvé des corps révolutionnaires, Ouais. très corrects, et le manche très bien. Ce qu'il y a, c'est que les Mexicains, ils ont affûté d'office avec une électronique active. Donc, si le son de l'électronique active interne ne te plaisait pas, t'as qu'une envie, c'est de l'arracher du corps. Et sur les Riken, tu avais une gamme en passive, ouf, et tu avais des micro-humbuckers révolutionnaires avec des plots qui étaient un peu comme une forme d'œuf vue de profil au-dessus, c'est-à-dire en Ouais. ellipse en fait. D'accord. Ouais. Et c'est vrai que ça pouvait faire, on va dire, une note alternative par rapport à Music Man, parce que
beaucoup de gens ne comprennent pas qu'en fin de compte, il y a beaucoup de marques qui sont frères et sœurs. Entre Fender, Musicman et GL, il y a toujours eu plus ou moins la patte de la même personne avec des collaborateurs différents. Tout simplement. Parce que des années 50 jusqu'à 64, je suis d'accord que les Fender doivent coter comme des instruments de malade, on va dire, au niveau de l'Argus, au niveau du pognon, au niveau du côté collector, parce que les gens veulent posséder ça, un peu comme une très vieille forme Mustang, Shelby, GT500 et tout le tralala. Voilà. Mais au-delà de 64, si on est pragmatique, la cote devrait énormément chuter entre 64 et même les années 80. Pourquoi? Parce que c'est la période où CBS est intéressé pour mettre des billes chez Fender, qu'à un moment donné, on a accusé CBS de dire là, vous servez beaucoup d'images. Quand il y a une émission télé, on vous fournissait forcément des amplis Fender, des instruments Fender, pour que les musiciens arrivent les mains dans les poches, les invités des émissions télé de l'époque, l'équivalent de Jacques Martin que nous, on avait en France à un moment donné, quoi. Et ils jouaient dessus. Et puis, en fin de compte, dans les années 80, à l'arrivée de Red Shoes, qui dit bon, bah, on va innover. Ils ont fait des micros avec des plots plus à nickel cobalt, mais avec des terres rares mélangées dans les micros qui étaient des Sanatorium. Voilà. Et puis, ils ont fait aussi la jazz bass a eu une modification entre 89 et 92 avec une corde supérieure beaucoup plus allongée. Un manche 22 cases au lieu de 20 cases traditionnelles pour avoir plus de confort. Un manche qui passe à un radius de 12 au lieu de 9,5, voire 7. Au départ, c'était des 7,5 très bombés. Donc, à l'époque, les 7,5, pourquoi? Parce que c'était facile à produire à la machine, à l'outil. Comme Leo Fender a, comment dire, intellectualisé l'instrument de la fabrication, c'est-à-dire, on est sur un manche vissé, on est sur un corps vissé. Je m'enlève un cas de panne ou un cas de retour de client pas satisfait par rapport à Gibson. Parce que c'était concurrent à l'époque, Gibson. Pour les guitares. Et en fait, comme Fender a réussi à faire décoller, comment dire, commercialement, donner confiance aux gens que la basse électrique était un instrument qui pouvait remplacer la contrebasse, que la contrebasse perdait du pouvoir de puissance par rapport à l'ensemble de petits éléments de percussion qui est devenu une batterie. Parce que le développement de la batterie, c'était un ensemble de petits éléments de percussion sur les bateaux navires de voyage et ainsi de suite. Il y avait 2 ou 3 gars pour faire. L'un c'était le Charleston au pied, l'autre c'était la caisse claire, et puis l'autre c'était le tom bass et ainsi de suite, ou la grosse caisse. Et tout ça, ça s'est réuni. Donc l'ensemble de percussion est devenu une batterie avec un nombre de dB conséquent, même pour une jazzette ou autre. Et la guitare acoustique est passée à l'ES335, qui est devenue après une guitare purement électrique avec des amplis à lampe. Et donc la contrebasse perd des faces et il fallait un instrument pour remplacer, pour faire cet office, pour en faire ce rôle. Et c'est Fender qui a permis que ça passe électrique. Et il a été intelligent parce que tout a été dans... Il l'appelait précision basse. Pourquoi? Parce que comme il a mis des barrettes pour les notes, elle était forcément précise. Et c'est ça qui a fait que, ben voilà, c'était devenu un standard. Et de 51, je te dirais, jusqu'à 60, en fait, tout le monde prend un instrument comme ça, et puis vas-y, tu joues l'instrument pour jouer l'instrument. Donc, le jeu au slot n'existait pas, c'était surtout du jeu à la butée. À la limite, peut-être à la rigueur du jeu au pouce, le Mediator n'était vraiment que extrêmement peu développé. Et en fait, en 1960, étant donné qu'il y avait Rickenbacker qui commençait à manger des parts de marché, fabricant de guitares électriques aussi américains, si je ne dis pas de bêtises, mais il commence à sortir des basses, lui, de son côté. Et ben, comme il y avait un côté plus nasillard, Fender a voulu contre-attaquer par rapport au son que tout le monde entendait déjà depuis une décennie, donc 10 ans passés, quand même un bon bail. Donc il a inventé la jazz bass avec 2 micros simples, un qui est plus près du chevalet, un qui est plus près du manche, et selon comment tu réglais le potard des 2 volumes plus la tonalité, tu obtenais une palette sonore encore différente par rapport à une précision où c'est tu prends, tu plugs, tu branches, tu tournes, ça démarre. Tu veux un son sourd, tu mets la tonalité vraiment proche du zéro, et puis si tu veux avoir quelque chose d'ouvert par rapport à du rock et au jeu Mediator, ben, tu ouvrais pratiquement à 10. Et roule ma poule. C'est ce que j'aime dans la précision. C'est ce qu'on aime aussi dans la précision. Tout simplement, pourquoi un charpentier aime toujours son marteau de charpentier? Parce qu'il est simple, il a 2 fonctions. Enlever un clou, puis entasser un clou. Point barre. Il n'y a pas de marteau-piqueur, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'agrafeuse pour la laine de verre. Non, non, c'est juste ça. Et c'est ça qu'on aime dans la précision, c'est qu'on retourne à l'essentiel. C'est ça. Mais parfois, on s'aperçoit que l'essentiel, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que les Fender 60-62,
je sors la basse de luxe. Ah, mais je vais le renommer, je vais le nommer jazz bass. Parce qu'en ce moment, il y a une mouvance qui est le jazz qui commence à être bien mise en valeur. Voilà. Et donc, c'est pareil, il y a un nom porteur derrière. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à chaque fois que Fender innove en dehors de ces deux ou trois standards, c'est-à-dire la précision, la jazz et la Mustang, à chaque fois, il se prend une piquette parce que dans le cerveau des gens, ils n'acceptent pas que Fender soit autre chose que cela. Mm. Par contre, c'est là où il y a la marge de manœuvre, c'est que étant donné qu'entre-temps, Léo, bah, lui, il a mis sa famille un peu comment dire, à l'abri du besoin financier, parce que à la base, c'était un comptable. Si on réfléchit un peu à l'histoire, c'est un comptable qui s'est fait remercier, il a eu son enveloppe de départ, il était passionné par l'électronique, et il a commencé par les publics adresses et les amplis, pour sonoriser des festivités et ainsi de suite. Et à cette Mhm. piste de départ, il a réfléchi justement, il a réussi à faire la première guitare, qui était la Nocaster, qui devenait la Telecaster, et en parallèle, il a sorti la première précision P51, et sorti ensuite la Stratocaster, qui a inspiré les formes de la Strat pour faire la précision 57, 62, et ainsi de suite. Et en fin de compte, quand il a lâché les billes par rapport à la prise de contrôle par rapport à CBS, lui, il a attendu son délai de carence, comme dans le monde moderne aujourd'hui, où dans un boulot, on dit ah oui, tu es dans tel domaine de compétences, tu as le droit de nous quitter, mais tu n'as pas le droit d'en travailler dans la même branche pendant X temps. C'est une clause de respect de confidentialité. Donc lui, il l'a respecté. Et puis après, avec un autre pote, il a fait un Music Man. Et Music Man, il s'est dit bon, il faut que je fasse quelque chose de différent. Donc on va prendre une tête plus ou moins ressemblante, mais pas totalement. On va changer les volutes du corps de l'instrument. On va faire deux humbuckers. On va faire un autre système plus ou moins d'étouffant au niveau du chevalet. Mais surtout, on va innover parce que étant donné que j'ai toujours été passionné d'électronique, on va se pencher, moi et mes potes, pour faire une électronique active. Si tu enlèves l'électronique active à une Music Man, tu as l'impression d'avoir enlevé de l'âme à la Music Man. Et la famille Music Man, Ernie Ball, qui possède Music Man aujourd'hui, parce Ouais, ouais. qu'ils ont raison de communiquer que c'est encore dans le portefeuille de la famille. Ils ont totalement raison. C'est encore la famille Ernie Ball qui a son dernier mot. Peut-être qu'il y a des actionnaires derrière, ainsi de suite. Mais ils travaillent à révolutionner quand même le préampli. On est passé du préampli, là sur une décennie, ça y est, c'est acté. On est passé sur un préampli enfin 18 volts, mais qui garde l'essence et l'état d'esprit de chez Music Man. Et quand il a eu fini de faire son travail par rapport à Music Man, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est cassé, il a fait, avec George Fullerton, il a fait GL. Voilà. Ouais. Après, il s'est reposé, patati, patata. Quoi. Mais dans l'esprit des gens, le problème, c'est qu'on met les choses dans les tiroirs. Et à l'heure actuelle, par exemple, j'ai fait une vidéo récente, c'était Cire. Cyr. Alors, peut-il réussir? Moi, je pense qu'il a des chances. Condition de ne pas avoir trop de faux pas, avoir une bonne distribution, de ne pas avoir trop de galères. Et à côté, en parallèle, je trouve que Ibanez est en train de jouer une bonne carte avec ses EHB, avec ses bases ergonomiques headless. Parce que c'est vrai que les gens ils disent oui, mais il y a eu telle base dans les années 80 headless. Oui, mais attends, excuse-moi, je vais pas cracher sur le produit, mais à chaque fois que je vois une personne sur scène dans les années 80 dans le clip, le mec il était toujours en train de bourlinguer pour relever la tête parce qu'en fait il n'y avait pas d'équilibre entre le poids du corps et le poids de la tête. Donc en fait il Ouais. avait on appelait ça même des bases bâtons. En fait, on aurait cru une fusée. Tu la mets debout sur un stand, t'as l'impression que c'est une fusée qui est prête à décoller, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai rien contre, j'ai pas dit que la corde n'était pas bien serrée et ainsi de suite. Mais heureusement, il y a une évolution et je pense que là, il y en a beaucoup qui se sont observés, ils attendent tous d'avoir. En fait, les UHB ont été lancés avant la crise virus, mais la communication était très faible parce que ça a freiné les salons, ça a freiné la mise en lumière et ainsi de suite. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans que c'est toujours au catalogue, donc je pense que Ibanez estime que c'est rentable de la faire et que ça a un avenir, et tant mieux. Les BTV peuvent plaire aux métalleux, il n'y a pas de problème, je ne leur reproche pas, mais au bout d'un moment, entre ça, Jackson et ainsi de suite, tu as vite fait, entre guillemets, le tour. Par contre, tu vois, un progrès qui est donné au public, c'est les manches. Alors toi, tu dis rôti, moi je préfère dire torréfié. Parce que torréfié, c'est comme sublimer un café. Vois-tu. Quand tu mets un bel adjectif qui met en valeur, tout de suite En les fait, gens, c'est que ça doit être bon. Tu vois. je dis rôti parce que justement, c'est des Ah, si tu vidéos traduis, oui, c'est de rôti. Marcus Miller, voilà, et moi, vu que je les regarde avec sous-titres, Hmm. ils appellent ça rôti. Donc, du coup, j'ai pris cette mauvaise habitude puisque je me C'est pas suis une mauvaise acheté, habitude, mais c'est je me moi suis je suis plus acheté une subtil. cire. Hmm. Moi, je me suis acheté une cire. Et donc, j'ai regardé, je sais pas combien de dizaines de vidéos justement, de cire et de ses guitares. Et donc, à force de lire rôti, 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 rôti,
et à la fin, je sors aussi. Mais torréfié, c'est bien plus joli. Et en plus, je trouve que c'est. Ça correspond plus à la couleur qui est Ouais, ça rendue. correspond plus à la couleur. Parce Ouais. on s'approche de la couleur caramel, mais en fait, j'ai fait 2 vidéos. C'était il y a 1 an et demi. En fait, j'ai attaqué des sujets très intéressants, peut-être un peu tôt, parce que ma communauté n'a pas eu le temps de s'engouffrer et d'acquérir ces choses-là. Mais tant pis, elles existent, elles sont là, ils les trouveront. Ouais, ouais. Une première vidéo, c'était pour expliquer la différence entre un manche qui est en coupe d'os, rift et quaterson. Et selon la manière dont est coupé le bois et récupéré sur l'arbre, tu n'as pas la même solidité, la même rigidité et la même non-flexion du manche par rapport aux valeurs hydrométriques qu'on a à l'extérieur. Après, si tu veux être tranquille de ça, c'est pas compliqué. Hein. Tu achètes d'occasion une base Kramer en manche aluminium. Hein. C'est Ouais, ouais, pénard. ouais. Ça bouge très peu. Hein. Enfin, l'aluminium avec la chaleur, ça se dilate. Hein. C'est pour ça qu'à la SNCF, tu vois, les rails, ils sont pas pile au millimètre de jonction. Il y a toujours un jour pour Ouais, osciller ouais. entre la dilatation entre l'été et l'hiver. Et ça, c'est des choses que tu vois que j'essaie de mettre en avant pour expliquer pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi en fait les pontées sont réglables individuelles, comment récupérer le filetage d'une vis foirée, ça arrive, faut pas croire, comment Il y en a récupérer une plein, là. touche qui a été dégueulassée à mort, et c'est de l'alcool, oui. Oui, non mais là il faut, non mais t'es sûr, oui là il faut, et toutes les limailles de fer tu récupères quand? Ben, quand tu as démonté ton manche, que le corps, tu l'as emballé dans un sac poubelle, que tu l'as chatartonné, que tu l'as mis dans le fond de ton armoire, toutes les limailles d'acier ne vont pas se balader jusque dans le fond de l'armoire. En plus, il y a un sac poubelle pour protéger. Par contre, toi, tu peux être moins bête, prendre un aimant, puis faire oh, j'ai récupéré toute la limaille de fer. Et tu vas jeter ça avec une petite brosse en nylon dans la partie sanitaire de ton logement. Pourquoi? Parce que tu as le moins d'électricité statique dans cette zone. Tout simplement. Non, mais c'est d'astuce sur de l'intelligence qui fait que tu parviens à arriver à tes fins. Après, tu as une autre manière, hein, c'est d'aller voir le luthier. Mais quand le luthier va te donner le devis, c'est pas qu'il t'escroque, c'est que lui, il faut comprendre qu'il a des charges, il a du temps, il a du travail à fournir. Et c'est si tu vas à cette solution entre guillemets de facilité, c'est parce que tu es prêt à ouvrir le porte-monnaie en échange. Toi, tu passes pas de temps, l'autre va le faire, mais toi, tu le gratifies en échange. Et c'est normal, et c'est logique. Le luthier, pour moi, il fait tout le travail et après, c'est à toi d'entretenir Tout à fait également. Ah, ça, je suis Voilà, d'accord avec toi. voilà, Je tout vais ce te que tu peux raconter une, faire toi. je vais te raconter une anecdote. Ma première américaine, je pense que ce sera ma dernière parce qu'elle me convient très bien. C'est un manche en arrière qui est en relief en D et non pas en C. Tu vois. Mhm. C'est une jazz bass US de 1992. C'est une Longhorn. C'est une Longhorn, donc en fait c'est un manche 22 cases, radius de 12, donc c'est l'angle de compas de bombage. Nous, c'est Euh, plat, hein, c'est ça. Hein. 12 c'est assez plat, il y a pire, il y a 14. Hein. Oui, 14, je c'est veux dire. vraiment l'autoroute plate. On est sur de la base moderne, on est sur libanaise, on est sur des choses comme ça. Euh, une Sire, tu es sur 9,5. Le standard des Mexicains chez Thunder, c'est 9,5. Tu as une série chez Sire avant, c'était du 7,5 avant. Et les vieilles Thunder des années 60-70, assez souvent, c'était du 7,5, donc c'était assez bombé. Et Ouais, ouais. l'avantage que ça soit assez bombé, c'est que tu faisais glisser le pouce par derrière le manche, et tes doigts, ils faisaient une rotation, Ouais, ouais, etc. c'est Il n'y ça. avait pas un Playmobil qui bougeait, en fait. Et c'est nécessaire selon le style de jeu. Par exemple, pour un truc qui est énervé, super rapide pour shredder, comme ils disent les jeunes, il vaut mieux avoir un manche à la touche presque la plus plane possible. Alors que si tu veux jouer des trucs pépères et que tu fais du baluche, comme mon prof de cours qui me donnait, et que en fait, je n'étais pas le plus gros de son salaire dans la boutique magasin, mais en fait, comment dire, le plus gros de ce qui lui permettait de remplir son frigo, payer ses charges, c'était de jouer des week-ends, vendredi, samedi et dimanche, des baluches pendant X heures, des baluches musettes, et qui faisait du répertoire, on va dire, du français jusqu'à un petit peu de funk et ainsi de suite. Ah ben, il préférait un manche à la touche bombée parce que tu peux t'économiser tout simplement, Ouais, ouais, quoi. ouais, ouais. Euh, et en fait, l'anecdote, c'est que j'ai fait la connaissance la première fois d'un luthier. J'ai eu cette chance, c'est d'être client auprès de Didier Dubosc, Eden Lutherie, qui a une bonne réputation, qui était assez plébiscité sur le forum qui s'appelle OnlyBass. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les forums se font déshabiller pour habiller du Facebook, parce que comme je l'avais dit à un moment donné,
On a plus facilité d'avoir un logo Facebook sur son smartphone que d'être sur un ordinateur et de revenir sur un forum. Et tous ces forums-là se meurent, mais il reste quand même une petite communauté solide quelquefois. Et en fait, j'avais acheté donc pour 800 € une Thunder américaine. Et à l'époque, le standard du tarif sur le marché d'occasion était plutôt vers les 1300. Tu vois. Et tout frais, tout heureux, tu sais, après ma première mexicaine, il dit, ouais, elle est géniale et tout. Je dis, quand même, les frettes, elles sont bien creusées. Mais à cette époque-là, j'avais pas cette connaissance que j'ai aujourd'hui. Je te parle de ça vers 2005. Hein. Ah, ouais. Et donc, au bout de 2 ou 3 semaines, il dit, oui, bon, les frettes sont bouffées comme des vieilles dents usées. Voilà, hein, il va falloir que j'aille voir un professionnel. Et comme je faisais mes études à Paris 8 Saint-Denis, j'étais en Île-de-France. Et je me suis pointé donc à Villemont. Et en fait, il a changé 3 fois d'adresse à Villemont, il reste toujours attaché à cette ville, mais c'est juste qu'il change de quartier pour une boutique un peu plus grande. Il a évolué, je suis content pour lui. Et le jour où je me pointe avec la basse, donc je téléphone pour prendre rendez-vous. Ah, ok, vous pouvez venir, la boutique elle est ouverte, pas de souci. À cette époque-là, il n'a pas eu son gros problème d'inondation et ainsi de suite. J'arrive, et en fait, il y a 2 gamins de quartier. Mais ça va, c'est pas des gamins Kaira, tu sais, c'est 2 gamins. On était encore dans la période de Mathieu Chétide, M. Ouais. Et les gamins, ils étaient venus avec une guitare acoustique. Ils avaient poncé toute la table à l'extérieur devant. Et ils avaient fait limite comme du criolla ou du rouge à lèvres, un gros cœur rouge autour de la rosace. Puis les gamins, dis, je l'ai pas dit à mon frère, j'ai fait ça sur la guitare, tu peux récupérer ça. Et là, t'as Didier, ok, je vais voir ce que je peux faire, quoi. Et à côté de ça, il y avait des choses impressionnantes parce qu'il y avait un gros étui avec un gros autocollant, c'était marqué Woolsey. Puis t'en avais un autre, c'était marqué Johnny Hallyday. Ah, ouais. C'est quand même le mec qui quand il est en période de repos, Calogero, c'est lui qui bichonne ses basses quand même. Hein. Partiellement, enfin peut-être pas tout le cheptel de ses basses, parce que je pense que tous ces artistes-là en ont un 38 tonnes entier, quoi. Hein. Mais, et là, quand tu te dis qu'il est prêt à avoir le cœur ouvert pour des gamins comme ça, qu'ils auront peut-être même pas dans le porte-monnaie même un billet de 10 à lui offrir en échange de les dépanner, ouais, allez, tente ta chance, quoi. J'ai attendu 3 mois pour venir la chercher. Il m'a dit, vous savez, j'ai beaucoup de monde, hein. Ouais, pas de souci. Donc, une grosse étiquette accrochée sur la housse. Le délai de départ, c'était 6 semaines. Je lui ai dit, c'est combien le devis? Il m'a dit, ben, c'est 230 € parce qu'en plus, c'est des manches qui sont un peu galères parce qu'en fait, les manches américaines de cette période-là ont le thrust rod côté mécanique au niveau de la tête et non pas côté en base. Voilà. Et il faut savoir que ces thrust rods-là sont soi-disant un peu plus fragiles, moins réactifs. Et il m'a dit, je vous garantis pas de récupérer le manche parce qu'il était mal courbé du coup. Et il m'a fait une planimétrie, il a récupéré l'instrument, j'ai payé, mais j'ai jamais regretté d'avoir payé cette somme-là. Mais entre-temps, je me suis dit, compte tenu de la galère, aujourd'hui, je vais apprendre. Je vais apprendre. Pas parce que j'ai dit qu'il était un voleur, c'est que demain, je suis pas sûr d'avoir ce mec à ma portée de main et d'avoir le budget pour le faire. Ouais, c'est sûr. Et donc, c'est pour ça que j'ai acquis tout un capital, tu vois, d'expertise sur l'ensemble de ce sujet-là, quoi, en fait. Et faisant, tu vois, de rencontre en rencontre, entre une assoce qui n'était pas très chouchou pour faire une chaîne YouTube, pour justement développer sa communauté autour d'elle, le fait de voir que tu te prends de l'article 17 dans la tête, mais que tu es à un âge où tu sais pertinemment que faire le musicien pour toi n'a pas de bénéfice. Par exemple, tu vois, Rock Chloé, je comprends. Ouais. Elle est jeune, elle a plein d'avenir, elle peut intéresser des marques. Elle a raison d'avoir ce côté musicien, en fait. Mais, et donc, en fin de compte, bah oui, j'ai commencé à prendre mon pied en groupe parce que mon prof, il m'a dit, bah, écoute, ça fait 10 ans que tu prends des cours avec moi, le coup de pied aux fesses, tu vas te trouver un groupe. Donc, du coup, je suis passé par la case à sauce. Pendant 10 ans, tu as joué de la basse tout seul. Ouais. C'est fou, ça. Tout seul, à jouer des morceaux. Et le truc le plus rigolo, le truc le plus rigolo, c'est que, en fait, je peux être bon, mais je suis aussi feignant. C'est-à-dire, tant que j'ai pas à atteindre ce but à ce moment-là de la deadline, je suis large. Le sketch de Florence Foresti. Je suis large. Il me reste encore 10 minutes sous la côte. Je suis large. Mais il y a aussi un deuxième truc. Quand tu apprends à jouer en groupe, surtout en sauce, tu apprends aussi un truc. T'as toujours, dans un groupe, il faut arrêter de croire que c'est une démocratie. C'est faux. T'as un driver, t'as un meneur, et les autres, ils suivent. Voilà. Après, soit tu acceptes que cette personne-là soit le meneur, soit tu trouves une autre crèmerie, tout simplement. Oui. Ou tu as décidé que toi, tu avais l'âme d'un meneur, tu cherches à être meneur et à emmener des gens dans ton bateau, dans ton arche de Noé. Voilà. Je préfère formuler comme ça.
le but, c'est pas de braquer les gens, mais tu as toujours quelqu'un qui drive, qui prend l'initiative. Et donc, nous, du fait que c'est dans le cadre d'une association, forcément, c'est ce qu'on appelle des intervenants, donc des gens professionnels. Moi, j'ai une pensée pour Philippe, qui, en fait, a quand même été guitariste dans un groupe qui faisait la première partie de téléphone dans les années 1980. Dans les années 1980, téléphone pesait lourd. Quand il est passé sur Amiens, il fallait un groupe qui jouait la première partie. Il était dans les guitaristes qui faisaient la première partie. Donc c'est loin d'être un manche à balai, le mec. Mais aujourd'hui, je comprends aussi qu'il fonctionne aussi à l'économique, dans le sens où entre des élèves qui vont avoir peut-être un an, il est content, bon, l'élève, il a pris des cours pendant un an, il n'a aucune garantie que l'année suivante, il va revenir. Et puis, il y a d'autres élèves où ça va être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et là, je comprends qu'il estime que ça vaut le coup de donner encore plus, encore plus, encore plus à l'élève, parce qu'il en veut. Et il s'approche. Et donc, il y a de la persévérance en arrière-plan. Et donc, quand on joue en groupe, en 5 ans, j'ai connu 3 chanteuses différentes. C'est ça le truc. C'est qu'à un moment donné, j'aime bien ce morceau. Ouais, mais attends, on va voir si t'es là à la répétition suivante, ma grande. On va voir si t'es là suivante. Mais tu sais, tu le dis pas. Tu le gardes dans ta tête. Tu te dis, elle veut ce morceau-là. Tu rentres chez toi, tac, 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 tu regardes sur Internet, t'écoutes un peu le truc. Tu le fous dans la moulinette à transcrire pour avoir les accords. Parce que moi, par un passif de vie personnelle, j'ai l'oreille droite assez atténuée, donc j'ai surtout l'oreille gauche. Et l'oreille droite, au bout de 2 ou 3 heures, tu as la couffaine qui se réveille, donc pour faire un relevé à l'oreille. Donc c'est pour ça, il y a un moment donné, il ne faut pas avoir de honte. Il y en a, ils y arrivent, ils ont tellement développé l'outil de leur oreille que ça va très vite. Mais tu as des gens par rapport à, imagine, tu travailles chez Dunlop ou Goodyear, tu as des pneus qui tombent à longueur de journée qui sont formés dans la caisson, ça fait un barouf de 10 km de long. Dans les années 90, bon, aujourd'hui on fait un peu plus gaffe, on fournit le casque anti-bruit aux employés, ainsi de suite, mais il y a 15 ans derrière, on était beaucoup moins regardants sur le sujet. Ouais, tout à fait. Tout simplement. Donc il y a des gens qui sont passionnés par la musique et qu'en fin de compte, ils ont beau avoir la meilleure volonté du monde, le relevé à l'oreille, ils peinent de 10 km de long, et quand ils le mettent sur des forums, d'autres qui n'ont pas subi ça, où ils ont des oreilles plus jeunes, plus neuves, et ainsi de suite, ils sont un peu du genre moqueur, et ainsi de suite, mais ils ne réalisent pas qu'ils n'ont peut-être pas eu le même vécu. Et donc, forcément, ils ne comprennent pas comment ils galèrent. Et moi, j'ai fait une vidéo pour relever un morceau, moi, j'ai pas de honte, j'utilise Transcribe, les mecs. Il n'y a pas de honte, il y a un moment donné. Alors certes, Transcribe, quand tu utilises l'outil à fond, tu es peut-être moins rapide que quelqu'un qui sait travailler son oreille absolue. Je suis tout à fait d'accord. Mais pour quelqu'un qui a une oreille à moitié flinguée et que l'autre est encore bonne par rapport à la courbe de son âge et ainsi de suite, c'est pas si mal que ça. Et pourquoi je ne porte pas d'appareillage? Parce que si tu portes l'appareillage dès aujourd'hui, je dis pas qu'il ne faut pas le faire, pourtant je suis ergonome, c'est que tu vas tellement habituer ton oreille à être assistée que entre 60 et puis 80 balais, tu n'as plus de marge de manœuvre. Ouais, c'est ça. C'est terrible. Normalement, les lunettes, il faut les porter, oui, dès que c'est nécessaire. Oui, alors par rapport à la conduite automobile, chose ou autre. Mais plus tard, tu vas reculer une petite, on va dire, une petite correction. Plus tard, tu porteras de lunettes. Et plus tard, tu seras en galère d'avoir des corrections fond de bouteille aussi. Ouais. Où il faudra des épaissir comme un corps, quoi. Tout simplement. Donc, voilà. Et c'est tous ces éléments-là qui ont construit, tu vois, ma personnalité par rapport à la chaîne. Alors après, au départ, faut pas croire, mais entre guillemets, je te dis, oui, j'ai fait l'erreur de montrer mon nombre d'abonnés qui commençait à 0 jusqu'à 500. Donc au départ, j'ai pas paru pour quelqu'un de légitime. Et aujourd'hui, ça commence à être mieux, les gens commencent à prendre la chose au sérieux, et ça fait énormément plaisir. Et voilà, et c'est tous ces éléments-là qui ont construit la personnalité de cette chaîne. En fait, cette chaîne, elle appartient pas qu'à moi, tu vois, elle appartient aussi à la communauté. C'est elle qui l'a fait d'une certaine manière. Est-ce que tu penses que le fait d'afficher ton nombre d'abonnés qui est peu, ça engendre du... Ça freine. Ah ouais? Ça freine. C'est Parce pas que que ça engendre, c'est que ça freine. C'est que les gens vont peut-être moins vouloir accorder de temps à t'écouter. C'est-à-dire que le délai imparti qu'ils vont te fournir à te prêter l'oreille sera plus faible. D'accord. Et ça, j'en suis certain. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un dans le domaine du marketing. Ou alors, au fur et à mesure du temps, je suis devenu quelqu'un de plus en plus intéressant. Et je sous-estime la valeur ajoutée que je fournis dans mes sujets, en fait. Ah bah, ton sujet, moi j'ai regardé un petit peu tout, ça fait un moment que je te suis quand même. D'accord. Et par rapport au début, c'est quand même bien meilleur. Oui, parce que j'ai Niveau de la développé des méthodes, fluidité, des au niveau de techniques, tout j'ai ça. réussi à mettre en valeur les choses.
Ouais, ouais. Après, il y a du montage vidéo. Cette chaîne ne repose pas que sur le montage vidéo, il y a du fond. Mais c'est parce que, en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis accordé toujours, tu sais, cette progression, ce petit 1% de plus, sur 1% de Mhm. plus, sur 1% de plus. Et tu Et ce montes qui sur fait que quoi? ça... Comment? Tu montes sur quoi? Ton logiciel de Adobe montage? Premiere Element 10. Je sais le D'accord. logiciel à 10 ans, mais j'ai pas les ronds pour me payer une autre licence. Donc Bah, de toute voilà. manière, le problème, il est fait parce que moi, je regarde un petit peu tout Bob aussi ça. Et maintenant, comment dire, c'est tous les mois. C'est Oui, l'abonnement. oui, moi, non, C'est moi, la même. c'est une version achetée à l'époque. Voilà. J'ai acheté la boîte à la Fnook, tu vois, et Euh, t'es tranquille. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a des nouveaux outils qui font mieux, qui font plus, et puis qui mettent des paillettes magiques partout? Certainement, mais moi, ça va. L'outil me correspond à mes besoins et répond à mes besoins, et c'est le principal. Donc, du coup, oui, j'ai fait aussi des concerts. Hein. J'ai fait des concerts. J'ai eu l'occasion de faire la Lune des Pirates sur Amiens, qui est une salle qui peut contenir entre 100 et puis 300 personnes, quand même, mine de rien. Et c'est la troisième plus grande. Non, attends. T'as le Zénith qui est le numéro un. Le cirque. Ah ouais, on arrive au cirque numéro 2 qui est pour 1500 personnes. Ouais, c'est ça. Ah, t'as Mégacité aussi, numéro 3. Donc, on va dire la quatrième salle la plus importante Vraiment. pour mettre en valeur la musique, quoi, en fait. Qui est D'accord. une assos, et en fait, juste avant la crise du virus, ils étaient censés créer la Lune des Pirates 2 et éteindre la Lune des Pirates 1 pour en faire un bassin culturel et artistique. Mhm. Mais du coup, là, je ne peux pas te dire pour le devenir, parce que en parallèle, ce qui s'est passé à cause du virus, c'est que j'ai eu régulièrement des communiqués de mon assos, dont je fais partie du comité administratif, qui dit les mineurs peuvent, enfin, tous ceux qui n'ont pas la majorité peuvent revenir bosser leurs cours en assos et ainsi de suite. Pour les adultes, pour rejoindre en groupe en assos, en atelier, ben, c'est beaucoup plus compliqué, il va falloir être patient. Donc là, Mhm. j'ai pas renouvelé mon adhésion cette année parce que on est arrivé au milieu de l'année qu'on commence à nous lâcher la bride, tout simplement. Mais normalement, j'espère qu'en septembre prochain, j'aurai le smile, j'en dirai alors les gars, la chaîne YouTube, ça vous dit maintenant de faire une chaîne YouTube pour la sauce? Mhm. Ça peut-être temps d'y penser, hein? Qui veut coopérer? Bah, Alors que ce c'était serait- parti d'un chiche hein, au départ. Hein. Et du coup, tu ferais une deuxième chaîne? Bah, faut voir, parce que j'ai pas la garantie qu'ils vont être enthousiastes. Ah, Je ne ça. connais pas leur réaction. Ça peut être à double tranchant. Il peut dire, ouais, le mec, il a chopé la montgolfière. Ou deuxième solution, ouais, ok, go, mais quel moyen technique il faut mettre sur la table? Mhm. Tout simplement. Donc voilà, parce que en fin de compte, mon levier, il est surtout sur YouTube, très peu sur Facebook. Facebook, c'est juste pour dire, mettre au courant, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai abordé ce nouveau sujet. Si vous voulez y jeter un œil, il n'y a pas de souci. C'est dans le partage. Vous regarderez sur mes vidéos YouTube, il y a la rubrique commentaires qui est disponible. Il y a juste une vidéo par rapport à une intention, une situation. J'ai réglé la chose. Point barre. Mais sinon, en dehors de ça, toutes les obs, elles sont totalement libres d'expression en fait. Mhm.